Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, version 2025. 2025 où je vais modifier ma manière de parler des livres en ne parlant plus d'un seul livre à la fois, en parlant chaque semaine des livres en cours. Donc certains livres vont occuper un certain temps, j'y reviendrai semaine après semaine. Et puis d'autres livres vont occuper un temps un peu plus court, les livres que j'ai terminés, que j'ai lus dans l'intervalle, ou ceux que j'ai à peine commencés. Et donc on va naviguer entre plein de livres dans ce journal de lecture, en tout cas dans celui-ci où j'ai 4 piles devant moi, je ne sais pas trop par quoi commencer, mais c'est assez impressionnant parce que j'ai lu beaucoup pendant les vacances de Noël ici. Ce sera sans doute moins le cas dans les prochains où je vais poursuivre des lectures et où je ne serai pas dans une sorte d'entre-deux comme cet entre-deux de l'année 2024-2025, ce moment de pause de vacances pour moi. Donc j'ai beaucoup lu et là donc je vais parler de pas mal de choses en même temps. Mais justement, l'idée, elle est de faire dialoguer les livres et de parler de tout ça de manière très libre. D'une manière qui est, je vais commencer par sortir un premier livre dont je reparlerai souvent parce que je me suis mis dans la tête, il est dans la pile qui, si je bafouille, je fais pas de coupure, de coupage, de trucs pour changer les choses, donc excusez-moi d'avance, mais l'idée c'est d'être libre et d'aller à saut et à gambade, comme Montaigne. Montaigne, je me suis mis donc dans l'idée de lire à haute voix Montaigne, les essais de Montaigne, et évidemment ça prend du temps et je le fais de manière assez sporadique, évidemment, je ne passe pas mes journées à lire à haute voix. Mais par exemple, j'ai lu ce matin de la présomption, un bout de cet essai qui est le chapitre 17 du livre 2 de la présomption, qui est un livre, un essai, qui m'a intéressé et qui est sans doute en lien avec ce que je tente de faire ici. Parce que c'est un livre où Montaigne parle de lui-même. Et tout le début des essais, et on n'est plus au début des essais ici dans le livre 2, chapitre 17, on est plus loin que la moitié. Tout le début des essais, au fond, Montaigne, même si c'est son intention dès le début de nous dévoiler qui il est, ben finalement il n'en fait pas grand-chose. Mais dans ce livre-là, oui, c'est un autoportrait. Il parle clairement de lui, et notamment d'ailleurs des livres qu'il lit. Et justement, je vais faire un peu comme Montaigne, alors je vais le faire à haute voix ici, puisque je me suis décidé à lire Montaigne à haute voix, et je vais parler des livres, donc ici, en cours de lecture, je vais commencer par cette petite catégorie-là, que j'ai classée, puis je parlerai des livres que j'ai terminé et dont j'ai déjà parlé, aussi des livres dont j'ai terminé, ou que j'ai terminé, quand même, il faudrait pas trop estropier le français, donc les livres que j'ai terminés et qui sont des livres qui sont passés en coup de vent durant les 2 semaines, puisqu'il y a 2 semaines entre les 2 enregistrements de vidéos et non pas une seule, pour une fois. Eh bien, il y a 2 livres que j'ai lus en entier. Et puis, il y a les livres que j'ai commencés, dont je parlerai peut-être un peu moins, parce que j'en reparlerai, et puis souvent, ces livres-là, en plus, je les ai à peine commencés. Donc, Montaigne. Montaigne, pour commencer, Montaigne qui parle de lui-même, qui parle notamment de son rapport à la lecture, et de l'oubli des livres. Je feuillette les livres, écrit-il, je ne les étudie pas. Et c'est aussi un peu ce que je fais, c'est-à-dire que, bien sûr, je cherche à lire sérieusement, mais en même temps, je ne prends pas vraiment de notes, ou les notes que je prends, c'est peut-être justement ce que je fais en ce moment. Donc je feuillette les livres, je ne les étudie pas. Ce qui m'en demeure, c'est choses que je reconnais plus être autrui. Ou plutôt, ce
qui m'en demeurent, ces choses que je ne reconnais plus être d'autrui. C'est cela seulement de quoi mon jugement a fait profit, les discours et les imaginations de quoi il s'est imbu. Donc, il y a une sorte de manière de prendre les livres en soi. J'oublie qui en est l'auteur et je fais mien les livres. Et ça, c'est peut-être ce que j'essaye aussi de faire ici. Et Montaigne est un bon guide pour ceci. La lecture comme quête de soi-même. Voilà peut-être l'un des intérêts de cette pratique. Et dans les livres dont j'ai déjà parlé et que je poursuis, eh bien, il y a notamment Se coltiner grandir de Mylène Tournier, où on parcourt la vie. Est-ce celle de l'autrice? Peut-être, sans doute. Et les moments où, justement, on grandit, on passe par certaines épreuves. Je viens de lire tout un chapitre très beau et très émouvant qui s'appelle « Me séparer », qui parle d'une rupture, une rupture amoureuse, difficile, forcément, et qui montre justement, à travers des petites annotations, souvent du quotidien, les difficultés de la vie, et « J'ai besoin que je te manque », écrit-elle par exemple. Et comment c'est vivre sans quelqu'un qu'on aime encore? Et comme j'étais si triste, le sol ce matin n'était pas suffisant. Alors, tout en marchant, j'ai chantonné pour m'appuyer quelque part. Elle marche. Et ça, on sait que Mylène Tournier marche énormément dans les rues de Paris. Elle filme, elle fait des vidéos assez fantastiques sur cette déambulation quotidienne. Et peut-être qu'à ce moment-là, elle a encore plus marché que d'habitude. Mais il n'y a pas que la séparation, il y a vraiment tous les événements de la vie. Et elle se dévoile, mais avec cette distance de la poésie, de la littérature, qui fait que, au fond, elle dit qui elle est, elle dit qui nous sommes aussi. Et moi-même, je peux, en tout cas à certains moments, sentir les mêmes idées, les mêmes vécus, les mêmes impressions. Crise d'enfance, premier pas d'adolescent, naissance vieillarde. Il roule vite en Provence lente et grâce décapotable. Et ces petites observations du quotidien. Mais toujours avec ce décalage du regard qui fait que on est véritablement dans la poésie. Alors, j'ai pas tout à fait terminé le livre, j'en reparlerai sans doute, puisque après la séparation, il faut continuer de vivre, avoir 30 ans à 30 ans, par exemple, puis évidemment avoir un peu plus que 30 ans. Se coltiner, mourir. Mais attendons un peu avant se coltiner, mourir. Et parmi les livres que je poursuis, dont j'ai déjà parlé, il y a aussi Charles-Ferdinand Ramu, ma lecture qui se poursuit d'Herborance, lecture que je commente sur cette chaîne-là, dans d'autres vidéos. Alors je ne vais pas en parler ici parce que finalement j'en parle suffisamment ailleurs, mais qu'est-ce que c'est beau, la prose de Ramu. Aussi beau que la poésie de Mylène Tournier, dans un style pourtant assez différent. Bon, ça c'est les livres dont j'ai déjà parlé, dont je reparlerai, donc je ne vais pas m'étendre sur eux. Il y a aussi dans les livres qui m'ont occupé des livres dont j'ai déjà parlé et qui m'ont donc occupé et qui se sont terminés, dont j'ai fini la lecture. Alors,
Parmi ceux-là, il y a notamment le Moravagine de Blaise Cendrars, un livre où justement, encore une fois, l'auteur parle peut-être de lui-même ou de son doublet. Il met en scène cette double lecture. S'agit-il de lui-même ou pas? Et qui est lui-même? Est-ce le narrateur de cette histoire-là? Est-ce le personnage maléfique de Moravagine? Est-ce le personnage qui s'appelle Blaise Cendrars, qui n'est pas le vrai nom de Freddy Sauser, alias Blaise Cendrars. Mais il y a un Blaise Cendrars qui apparaît soudain, et qui est un personnage qui n'est pas le narrateur, pourtant narrateur qui dis-je. Et il y a ce Moravagine, personnage qui est à la fois un aventurier, et on les suit dans des aventures assez extraordinaires, mais aussi un criminel épouvantable, un tueur de jeunes filles, enfin, quelque chose d'absolument terrible. Et puis, il y a la guerre, évidemment. Moravagine, c'est les années 1920, Blaise Cendrars perd un bras à la guerre. Reprenons tranquillement. Or, qu'écrit-il dans l'île Sainte-Marguerite? Il écrit ceci: « J'ai perdu une jambe à la guerre, la jambe gauche. » Cendrars lui a perdu le bras, la main. « Je me traîne au soleil comme un malheureux béquillard. Je suis fou de rage, j'éclate de rire. Rien n'est changé à l'arrière, la vie est encore plus bête qu'auparavant. J'ai retrouvé Cendrars. » Et là, tiens, il a retrouvé qui? Un autre? Son double? Lui-même? Dans un hôpital de Cannes. On l'a amputé du bras droit. Et, en effet, Cendrars a été amputé du bras droit. Mais c'est Cendrars qui écrit, donc on voit ces identités flottantes ici. Il m'apprend que Champ Communal a été tué à la maison du passeur. Personne n'a des nouvelles de Moravagine. Je traîne dans les rues ensoleillées comme un béquillard en peine. Je traîne sur les bancs, je ne lis pas les journaux, je ne parle à personne. Le ciel est bleu, il n'y a pas une voile sur la mer. Tous les jeudis, en compagnie d'autres amputés et blessés en traitement au Carlton, un canot automobile nous emmène à l'île Sainte-Marguerite. L'île est parfumée et verte. Il y a une belle plage où les blessés se baignent et prennent des bains de soleil. Moi, je ne vais pas si loin. Le bocage ne m'attire pas, ni la grotte bleue, ni les vagues du large qui viennent déferler à la pointe du promontoire, ni la pièce de 75 montée là contre les sous-marins. Je ne quitte pas les environs immédiats du débarcadère. La guerre qui intervient ici, après des aventures assez extraordinaires, il se retrouve notamment dans la jungle d'Amérique du Sud, au Venezuela ou au Brésil, enfin dans d'autres, dans des lieux extrêmement variés, et où il croise par exemple ici les Indiens bleus au Texas ici, mais aussi d'autres autochtones. Et ça me permet de faire le lien avec le livre suivant, dont j'ai terminé la lecture, alors pas tout à fait. Je me suis mis dans La Pléiade d'Albert Camus, j'en ai déjà parlé, et là j'ai les deux volumes de 62 et 65 de la Pléiade Camus, celui de Théâtre, Récits et Nouvelles, et celui des essais, essais comme Montaigne. Eh bien, ici, Théâtre, Récits, Nouvelles, donc j'ai terminé la lecture de L'Exil et le Royaume, qui est donc le recueil de nouvelles paru vers la fin de la vie de Camus, alors que là j'ai recommencé avec ces essais du tout début, donc il y a quelque chose d'assez particulier. On est à la fois avec le même personnage au début de sa vie et à la fin, et d'abord à la fin, même si j'ai lu des choses évidemment plus anciennes, mais ici le découpage de la Pléiade, qui d'ailleurs est peut-être
contestable. Je ne sais pas, je crois que je l'avais déjà dit ça auparavant, je ne sais pas s'il existe des Pléiades plus récentes de Camus, mais ici, ce découpage en essai d'un côté et puis en gros littérature de l'autre, eh bien, ça nous fait deux parcours un peu parallèles. Si on les lit à la suite, ben, c'est un peu étrange de passer non pas du vieil homme, parce que Camus, hélas, n'a jamais été un vieil homme, mais de l'homme mûr à un tout jeune homme dans le premier livre qui s'appelle L'envers et l'endroit. Et ici, justement, si je fais le lien avec Sandrard, on est dans des époques un tout petit peu postérieures, mais la dernière nouvelle de l'exil et le royaume, c'est un voyage au Brésil, au cœur de régions qu'on appelait en ce temps-là sauvages, où on assiste à des rites religieux tout à fait bizarres, à la fois chrétiens et pas que chrétiens. On doit porter une énorme pierre et il y a des personnages qui entrent en transe, qui correspondent d'ailleurs à des moments vécus par Camus lui-même. Et ici, on a ce regard quasiment ethnologique sur des rites dont on sent bien que Camus, à la fois, les trouve fascinants, mais les met à distance. Le soir d'Araste, le coq et son frère étaient assis autour du feu éteint au centre de la case que l'ingénieur, le personnage principal d'Araste est donc ingénieur, avait déjà visité le matin. Le frère n'avait pas paru surpris de le revoir. Il parlait à peine l'espagnol et se bornait la plupart du temps à hocher la tête. Quant au coq, il s'était intéressé aux cathédrales, puis avait longuement disserté sur la soupe aux haricots noirs. Maintenant, le jour était presque tombé, et si d'Araste voyait encore le coq et son frère, il distinguait mal au fond de la case les silhouettes accroupies d'une vieille femme et de la jeune fille qui, à nouveau, l'avait servi. En contrebas, on entendait le fleuve monotone. Le coq se leva et dit « C'est l'heure ». Ils se levèrent, mais les femmes ne bougèrent pas, les hommes sortirent seuls. D'Araste hésita, puis rejoignit les autres. La nuit était maintenant tombée, la pluie avait cessé, le ciel d'un noir pâle semblait encore liquide. Dans son eau transparente et sombre, bas sur l'horizon, des étoiles commençaient à s'allumer, ou commençaient de s'allumer, là aussi, Camus maîtrise mieux la langue française que moi, commençaient de s'allumer, elles s'éteignaient presque aussitôt, tombaient une à une dans le fleuve, comme si le ciel dégoûtait de ses dernières lumières. Là, il y a quelque chose qui fait presque penser à la prose de Charles Ferdinand Ramus, dans la manière dont il décrit le paysage, et c'est dans cette ambiance-là que vont se dérouler des cérémonies assez dures à la fois pour ceux qui les vivent et mystérieuses que décrit donc dans cet exil et royaume, l'exil ici pour le narrateur, mais une sorte de royaume qu'on touche du doigt peut-être. Dans cette dernière nouvelle, donc, qui s'appelle, voilà que j'en ai oublié le titre, mais je vais le retrouver tout de suite, qui s'appelle « La pierre qui pousse ». Le titre déjà nous donne cette impression de mystère. La pierre qui pousse à quelque chose qui rappelle peut-être effectivement les pierres qui tombent chez Ramus. Mais ne confondons pas Ramus et Camus. Et donc Ramus, non, Camus justement, je viens de dire qu'il ne fallait pas les confondre. Camus, j'ai commencé donc le deuxième volume de la Pléiade sur les essais. Alors j'ai pas lu grand chose encore, donc je vais pas en parler beaucoup. Je suis dans le premier chapitre du premier livre, un livre d'adolescence de Camus, qui s'appelle donc L'Ironie. Alors ce qui m'a surpris, c'est qu'au fond, dans ce tout début, une dizaine de pages pour l'instant, de L'envers et l'endroit,
Et en plus, un premier chapitre seulement, qui s'appelle l'ironie, c'est que finalement, ce n'est pas vraiment un essai. Ce sont des récits. Alors ces récits vont sans doute être amplifiés pour donner lieu à des essais, même si là, pour l'instant, on rencontre à Alger des personnes âgées. Et la question qui se pose, c'est la question de la mort et de la solitude au moment de la mort et de l'éloignement. Une femme âgée, seule, et un jeune homme qui vient la visiter, mais qui part au cinéma et qui culpabilise de ne pas rester auprès d'elle parce que quand elle est seule, elle éteint la lumière et elle se retrouve face à la mort, même s'il y a la croyance en Dieu, mais la croyance en Dieu qui n'est pas assez forte pour effacer la peur de la mort. Donc on a cette thématique qui reviendra plus tard sur, par exemple, évidemment, le mythe de Sisyphe et d'autres livres de Camus, qui est déjà présente, mais en embryon ici. Et donc ce dialogue dans l'œuvre d'un même auteur entre deux livres loin dans le temps, mais finalement qui ont des points communs, ben c'est aussi assez intéressant. Et je vais évidemment poursuivre la lecture des essais de Camus pendant pas mal de temps, donc je ne vais pas en parler plus pour l'instant. Et je vais revenir au livre donc, que j'ai terminé dans les différentes lectures. J'ai terminé, par exemple, Les enfants du Veau d'Or de Jacques de Coulon. Un livre très intéressant sur l'école et sur la situation du monde et notamment de l'économie, les jeunes face au marché, ce veau d'or et l'idée de profit qui s'empare de tout. Un livre qui a plus de 20 ans, mais qui me reste, parce que je l'ai lu moi il y a moins de 20 ans, mais qui reste, me semble-t-il, tout à fait d'actualité, même malgré des références aujourd'hui qui nous parlent beaucoup moins. Mais au fond, il esquisse les évolutions qui sont devenues, je crois, un peu les nôtres, avec une école qui se prostitue, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui se laisse dicter un peu sa loi ou son organisation par le marché, la dictature de la pensée calculatrice, par exemple. Comment on choisit ce que l'on va étudier. Trop d'élèves, parfois sous la pression de leurs parents, raisonnent en termes purement utilitaires dans le choix de leur cursus scolaire. C'est utile, donc c'est bien. Cette question de l'utilité, elle est évidemment au cœur d'une pensée qui est celle du libéralisme. Il faut faire les choses qui sont utiles, c'est-à-dire qui rapportent. Utile, c'est-à-dire ouvrant les portes d'un métier lucratif reconnu sur le marché. Ça, c'est Jacques de Coulon qui l'écrit. Ce calcul se révèle souvent erroné, car la demande change sans cesse. Et lorsque trop d'étudiants veulent se lancer dans la médecine, le droit ou l'économie, prestige de ces professions oblige, une impitoyable sélection les attend au seuil de leur parcours universitaire. Une motivation sans faille s'impose alors. Mais si le domaine ne leur plaît pas vraiment et qu'ils s'y engagent par pur calcul, comme Marilyn, alors là c'est une élève dont il parle auparavant, qu'il prend comme exemple, ce qu'il fait dans une bonne partie de son livre, bonjour les dégâts, il risque d'être vite largué, sans compter que si tout le monde se bouscule au portillon des mêmes filières, les perspectives à la sortie fondront comme une neige au soleil. Et toutes ces réflexions sur l'école, sur différents objectifs qu'on donne à l'école, et le terme objectif est peut-être déjà un terme lui-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'objectifs à l'école, et justement, c'est sans doute l'une des dérives. L'argent pour les TIC, pas pour les élèves, les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, et ça c'est encore d'actualité.
on dépense beaucoup d'argent pour des moyens électroniques notamment, qui fonctionnent d'ailleurs pas toujours très bien, mais par exemple, des mesures essentielles comme la diminution d'élèves par classe, ben ça on n'a pas d'argent pour, donc il y a des choses comme ça qui effectivement sont tout à fait d'actualité. Alors que faire pour changer les choses? Il y a une manière peut-être de changer les choses, c'est, et notamment moi qui suis enseignant et qui enseigne la littérature, donc une branche par essence inutile au sens marchand du terme, ben c'est justement de donner des clés pour que l'école soit un lieu où on se construit soi-même, comme on se construit soi-même par la lecture, ce que je continue à faire selon la volonté de Montaigne, aller chercher dans des classiques ou dans des contemporains des moyens pour devenir soi-même par la lecture. Et notamment, il y a la lecture de la poésie. La lecture de la poésie, j'ai fini ce livre, Les œuvres de Louise Labbé, lu à haute voix, avec cette deuxième partie assez surprenante, du moins vue de notre temps, qui sont les écrits de divers poètes. Après les œuvres de Louise Labbé elle-même, ses sonnets notamment, eh bien vous avez 24 poèmes écrits par d'autres poètes, des hommes cette fois, qui écrivent sur Louise Labbé, comme si pour que l'œuvre d'une femme puisse être valable, elle doit être contrebalancée par des œuvres d'hommes. Et dans ces œuvres, il y a 24 sonnets et il y a 24 œuvres de divers poètes qui font des éloges souvent assez dithyrambiques de la poétesse elle-même. Mais les poèmes de Louise Labbé, parce que ce sont des poèmes de femmes, sont plus parlants. Et puisqu'il est question de poésie, je lis à haute voix de la poésie. Alors j'ai commencé dans la même époque, du Bellay. D'ailleurs, Montaigne dit qu'il y a deux grands poètes au XVIe siècle, à son époque, c'est Ronsard et du Bellay. Il ne parle pas de Louise Labbé. Même s'il parle de sa nièce ou de sa fille de cœur, je ne sais plus exactement comment il disait, Marie de Gournay, comme d'un personnage assez extraordinaire, mais qui produira son œuvre par la suite et qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui. Mais donc, du Bellay, Les Regrets. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup parce que je n'ai lu qu'un poème de lui qui est une épître ou un sonnet. Il s'agit de sonnets dédiés au roi, ou qui est un poème de circonstance avant les antiquités de Rome, qui sera la suite. Mais ça, je vais pas m'attarder là-dessus, puisque j'ai pas encore lu grand-chose. Et puis, dans le même volume de Poésie Gallimard, il y a aussi Défense et illustration de la langue française, qui, à cette époque-là, commence à devenir importante. C'est pas encore tout à fait terminé, il y a encore d'autres livres. Alors j'ai terminé du moins ce que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire la 3e saison du Donjon de Nahulbeuk, en lisant les volumes 10, 11, 12, 13, Donjon de Nahulbeuk, donc dans la bande dessinée. Et bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus. J'apprécie beaucoup le côté décalé de cette bande dessinée-là, où on entre dans un donjon, c'est pour ça que tout s'assombrit ici, dans cette vidéo-là, pour donner une ambiance plus sombre. Enfin, ça c'est un peu les hasards du soleil qui s'en va et qui revient. Mais donc on entre dans un donjon, mais qui n'est pas encore prêt. D'ailleurs, nos aventuriers se trompent de donjon et entrent dans un donjon qui n'est pas prêt. Et donc, bon, c'est facile comme quête, parce que tout est encore en travaux. Et ils vont trouver un objet merveilleux, fantastique. Ils vont le prendre, sauf que bon, là aussi, c'était pas encore le bon moment. Ou alors, il y a même un moment dans ce donjon, pour voir à quel point
tout ceci est loufoque, où les gens tout d'un coup sont enchantés et parlent, et là ça nous fait revenir à Louise Labbé et à Du Bellay, parlent en vers. Et on voit tout d'un coup nos personnages dire « J'y trouvais pour ma part un certain réconfort. Il m'est toujours plaisant de dire la poésie. Il m'est toujours plaisant de dire la poésie. » Oui, là, c'est pas très respectueux des règles classiques. Même si je n'ai pas le talent d'un mentor, j'y serais bien resté. La ferme, on nous poursuit. Répondant. Donc on a tout d'un coup cette poésie qui intervient là, donc dans cette imagination, et la lecture c'est aussi ça, c'est entrer dans l'imagination, dans le délire, dans l'aventure, mais l'aventure dans ce qu'elle peut avoir de léger. Alors il y a des aventures plus violentes que celle-ci, notamment celle que j'ai lue dans Moravagine de Sandrard, mais voilà, il y a ceci, ça nous ouvre des mondes imaginaires, des mondes qui sont des mondes différents d'une autre. Alors, parmi les autres lectures que j'ai accomplies, une lecture, quand je suis en vacances, je lis généralement ce que j'appelle le San Antonio des vacances. Alors ça, je l'ai lu en entier, mais attention, pas ce gros volume complet, mais un des romans, le dernier roman de l'année 1958 de San Antonio, donc de Frédéric Dard, qui s'appelle La vérité en salade, roman lu pour le pur plaisir de la langue de Frédéric Dard. Eh bien, juste pour le plaisir, je ne vais pas vous raconter ce roman, ça n'a pas tellement d'intérêt, je l'ai déjà presque oublié, mais peu importe, mais juste là, un petit bout. Allez, maintenant, pour les ceux qui ont un œuf engelé à la place du cerveau, il est temps que je lève le voile de mes intentions. Mon secret désir n'est pas un désir secret, ainsi que vous seriez en droit de le penser. Mais j'aimerais bien faire pinter un peu Miss Boniche pour lui extraire les vers du pif. On ne me sortira pas de l'idée qu'avec les... Non, je reprends... On ne me sortira pas de l'idée qu'avec des démontes pneus et une charge de plastique que j'ai des choses intéressantes à apprendre sur Bisemont. De toute évidence, il a chapitré Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, un personnage donc d'Autriche, D-O-T-R-I-C-H-E évidemment. Il joue souvent sur les noms... l'ami Frédéric Dard. Et si je sais manœuvrer avant la fin de la soirée, l'aimable récolteuse de Bravo m'aura vidé son sac. Voilà pourquoi je me montre aussi peu poulet que possible avec cette cocotte. On écluse une première rouille avec le homard, une seconde avec la selle d'agneau aux aromates, et on démarre une troisième avec le soufflé Monseigneur. Et puis évidemment tout ça se termine par des activités dont nous n'allons pas parler ici. Bon, donc le petit plaisir de San Antonio. Autre petit plaisir de lecture, lu là aussi en entier parce que c'est assez peu épais, et c'est un cadeau de Noël. Donc évidemment, quand on m'offre des cadeaux de Noël, je lis ces cadeaux de Noël. Si ce sont des livres, il s'agit de Heureux celui qui roule, de Alex, dessin de presse 2023-2024, c'est le dessinateur de presse de La Liberté, donc le journal local de Fribourg, et pour les Fribourgeois, évidemment, ça nous parle parce qu'il évoque des actualités typiquement fribourgeoises, le 30 à l'heure en ville de Fribourg, qui a fait beaucoup parler. Il y a les pour, il y a les contre sont plus nombreux, moi je fais partie des pour, et bon, mais aussi d'autres histoires du pays de Fribourg, de la Suisse, avec ces dessins qui souvent sont frappés au coin du bon sens. Et puis l'actualité internationale aussi, où là il a un regard notamment sur ce qui se passe du côté de Gaza, ou sur l'élection américaine, sur le
pauvre président Joe Biden. Joe Biden, un président de plus en plus diminué. Et puis Trump qui évidemment va, comme on le sait, l'emporter. Et puis sur l'actualité française aussi, sur l'actualité internationale, notamment sur le Proche-Orient, où visiblement il est marqué par ce qui s'est passé à Gaza. Et là, il y a des images plus dures. L'aide humanitaire arrive gentiment à Gaza. Et on voit ici qu'elle arrive, mais au milieu des bombes. Et en effet, voilà des images difficiles. Mais aussi, bon, l'ère du temps, les questions de réchauffement climatique qui sont dessinées, le Valais, nouvelle spécialité valaisanne, l'obstruction de tunnels due aux éboulements. Et ici, on a la spécialité valaisanne par excellence, une raclette qui donne pas très envie quand même. Et puis aussi, évidemment, les images du Dragon de Fribourg-Gotteron qui, bien qu'ils aient gagné la Coupe Spengler, n'a toujours pas gagné le championnat suisse, avec évidemment, là encore, tout un tas de traits d'humour qui sont tout à fait plaisants. Donc Alex, voilà, un livre encore dans cette pile-là. J'arrive bientôt au terme, il m'en reste 2. Alors, ce qu'on a vu dans Alex, ben, c'est cette fameuse raclette, je vous la remontre. La raclette valaisanne, nouvelle spécialité, l'obstruction de tunnels due aux éboulements. On sait que, notamment à cause du réchauffement climatique, ben, des éboulements sont de plus en plus nombreux dans les régions de montagne et en Valais en particulier. On voit ici une coulée brune. Et coulée brune, c'est justement le titre d'un livre dont j'ai commencé la lecture, de Olivier Manoni. Olivier Manoni est un traducteur de l'allemand au français, qui a été en particulier le traducteur de l'édition commentée, l'édition critique de Hitler, le Mein Kampf, et qui s'est donc confronté au langage détruit par quelqu'un qui le manipule et détruit de l'intérieur. Et ce livre-là, Coulée brune, le brin du nazisme, le brin de l'extrême droite, c'est un livre qui ne parle pas du nazisme, mais qui parle de la manière dont la langue est touchée par une sorte de coulée brune. Elle est détruite de l'intérieur par ceux qui font renaître les idées qui étaient celles d'Hitler. Et aujourd'hui, il constate, alors le constat, pour l'instant, je n'ai pas encore lu grand-chose, donc j'attends encore de voir comment il étaye tout ça, mais il montre quand même qu'il y a une sorte de contamination de la langue aujourd'hui. Il dresse un bilan de cette année 2024 qui se termine, qui est assez effrayant, qu'on perçoit un tout petit peu déjà dans les dessins d'Alex, mais là avec plus de gravité. Une année cauchemardesque, voilà comment il décrit 2024. Je ne suis pas sûr que 2025 sera si différent de 2024. 2024 aura été un condensé des cauchemars qui ont accompagné ce début de décennie. Aux États-Unis, un milliardaire inculpé et en cours de jugement devant 4 tribunaux sous 91 chefs d'inculpation, dont escroquerie, viol, subornation de témoins, diffamation, fraude électorale, fraude fiscale, recel de documents classifiés, constitution d'une organisation criminelle, etc.,
est encore en mesure, à l'heure où nous imprimons ces lignes, de devenir le président de la première puissance économique et militaire du monde. Il l'est devenu, en effet. Pour y parvenir, en plus des outrances et gesticulations habituelles, il aura déployé une violence inouïe, n'hésitant pas à annoncer l'éradication de la vermine, c'est-à-dire de ses opposants, et la protection du sang américain contre la contamination par celui des migrants, un discours tout droit sorti de la prose nazie. Et là, tout d'un coup, la prose nazie montrait que dans le discours de Trump, qui a donc été élu, il y a de la prose nazie, et qu'il a, malgré ou grâce à ce discours-là, ou à cause de ce discours-là, été élu. Et il n'y a pas que Trump. Il parle de l'Italie, de l'Allemagne avec la montée aussi de l'extrême droite, évidemment de la France, et montre donc que aussi par le langage, il y a une sorte de violence verbale et de dégradation de la parole, et notamment de la parole politique, qui est l'une des causes de ce qui est en train de nous arriver, de ce cauchemar qu'il décrit. Et c'est assez intéressant. Il parle de rhétorique, alors il montre notamment la rhétorique des présidents de la République française, pas encore, parce que ça viendra sans doute plus tard, celle du président actuel, mais par exemple, il compare un discours venant du général de Gaulle, dont il considère qu'il avait une véritable rhétorique, comme ce fut le cas aussi de François Mitterrand, et puis celle d'un président suivant qui est Nicolas Sarkozy. Voilà ce que disait de Gaulle en 1947 sur l'Union soviétique. Au total, et dans le moment même où elle affecte de tenir pour une menace tout accord qui serait librement conclu entre des nations européennes de l'Occident, la Russie soviétique organise autour d'elle, par la contrainte, un formidable groupement d'États dont il serait vraiment dérisoire de prétendre qu'aucun d'eux soit indépendant. Ce bloc de près de 400 millions d'hommes borde maintenant la Suède, la Turquie, la Grèce, l'Italie. Il écrase à l'intérieur de lui-même toute opinion et toute action qui ne serait pas complètement soumise à ses dirigeants, tandis qu'il dispose dans tous les pays libres de groupements à sa dévotion, que d'autres cherchent à se tromper eux-mêmes sur la menace que pourrait demain représenter pour notre pays une pareille agglomération menée par un pareil système. Ça, c'est 1947, général de Gaulle, sur la Russie, sur l'Union soviétique à l'époque. 2014, Nicolas Sarkozy. Je suis fasciné de la capacité, d'ailleurs il y a un SIC ici, écrit par Olivier Manoni, je suis fasciné de... J'ai fait quelques erreurs moi en parlant, mais j'espère que j'en fais un peu moins que Nicolas Sarkozy. Je suis fasciné de la capacité d'un certain nombre d'acteurs politiques et d'observateurs à oublier la géographie et l'histoire. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. Et ce qui est intéressant, évidemment, quand Sarkozy dit ça, il n'a pas de boule de cristal, ou alors si elle en a une, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien. Mais au-delà du fait qu'il se trompe, c'est la manière même dont il énonce son propos qui, par contraste avec l'analyse précise faite par le général de Gaulle, eh bien, va nous pousser à voir qu'il y a vraiment, d'un point de vue rhétorique déjà, mais il y en aura d'autres. Je verrai lesquels par la suite et j'en reparlerai. Donc d'autres points de vue, cette langue qui devient brune, une coulée brune sur la langue, dans les mots, mais aussi dans le monde. Et étudier le langage, lire des textes parfois difficiles, parfois ardus, cela va aussi servir à ça. S'il faut chercher une
une utilité, c'est ça. Et puis, pour terminer, dernier livre dont je vais parler aujourd'hui, sans en dire grand-chose parce que je viens de le commencer, c'est les Chroniques de San Francisco de Aristide Maupin, je ne sais pas comment trop ça se dit. Donc on est ici dans cette Amérique qui aujourd'hui nous fait si peur, mais à une époque plus ancienne, les années 1970, à San Francisco, et c'est une jeune femme qui est un peu nouvelle à cet endroit-là, un peu coincée par rapport aux mœurs visiblement très libres de ce lieu-là, qui va petit à petit découvrir le San Francisco de l'époque libertaire, qui est celle des années 1970. Cette Amérique-là, c'est peut-être celle-ci qu'on aime, celle-ci qu'on voudrait voir chasser la coulée brune qui est en train d'emporter une autre part de ce pays. Donc je vais poursuivre cette lecture-là, j'en parlerai un peu plus tard, mais là, après 3/4 d'heure de vidéo, je crois qu'il est temps de s'arrêter. J'ai parlé de tous les livres qui m'ont occupé durant les derniers temps. La prochaine fois, ce sera sans doute un peu plus court, ou en tout cas, ça parlera d'un peu moins de livres, donc ce sera peut-être un peu moins une espèce de foutoir où je parle de tout et de n'importe quoi, un peu moins un long essai de Montaigne où on se perd dans toutes les directions possibles, même si je reparlerai de Montaigne, je reparlerai de Mylène Tournier, je reparlerai d'Aristide Maupin, de Olivier Manoni en tout cas, du Bellay sans doute aussi, puis peut-être encore d'autres choses, ça, l'avenir nous le dira. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.